Si un jour vos amis d'enfance revenaient tout à coup sous la forme d'abominations à moitié humaines assoiffées de sang et commençaient à mutiler tous ceux qu'ils voient, que feriez-vous? Winnie et ses amis en ont assez que la société les traite comme des monstres. Et maintenant, ils reviennent pour se venger. Mais la vérité sur leur création est un rebondissement choquant plus dingue que tout ce que vous auriez pu imaginer. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le retour de Winnie l'ourson dans Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Quelque temps après les événements du premier massacre de la forêt des rêves bleus, l'abomination connue sous le nom de Winnie l'ourson et sa bande d'amis hybrides humains-animaux sont sur le point de revenir pour un nouveau déchaînement de mort et de destruction. La police n'ayant pas réussi à prouver ce qui s'est réellement passé lors des attaques, les soupçons du public se sont portés sur le seul survivant, Jean-Christophe Robin, qui a consacré sa vie à devenir médecin afin de réparer ses erreurs. Pendant ce temps, des foules d'habitants en colère sont descendus dans la forêt et ont détruit la maison de Winnie, ce qui l'a poussé à retrouver ses vieux amis Maître Hibou et Tigrou afin de survivre aux rudes hivers. Il est temps maintenant pour Winnie de riposter, et cette fois, il va s'attaquer à toute la ville. Tard par une nuit brumeuse, quelque part dans la forêt des rêves bleus, un groupe de 3 étudiantes campe dans leur camping-car, tentant d'entrer en contact avec les esprits des précédentes victimes de Winnie. Mais ce sera là leur plus grosse erreur. Pendant la séance de spiritisme, une des filles demande un signe indiquant que les esprits sont proches. Et à ce moment-là, toute la caravane se met à bouger sur le côté, comme si elle avait été frappée par un tyrannosaure rex. Mais en réalité, il s'agit de quelque chose de bien pire. Les filles commencent à paniquer en entendant une voix démoniaque qui les nargue depuis l'extérieur, quand tout à coup, sortant de nulle part, quelqu'un transperce le côté de la caravane et empale l'une d'entre elles à travers la poitrine avec un pieu métallique. Terrifiée, une autre fille se précipite vers la sortie, mais Winnie claque ses doigts dans la porte quand elle essaie de l'ouvrir, laissant sa main complètement mutilée. Les 2 survivantes étant toujours à l'intérieur, Winnie commence à essayer de faire basculer toute la caravane dans le lac, mais l'une d'entre elles réussit à sauter par une fenêtre du côté opposé. Elle réussit à atteindre une voiturette de golf garée à proximité, mais le temps qu'elle la mette en marche, Winnie est déjà sur ses traces. Et elle est tellement distraite par lui qu'elle ne remarque pas un piège à ours posé sur la route juste devant elle. Alors que la caravane explose dans une boule de flammes, elle tente de s'enfuir à pied, mais elle finit par tomber dans le même piège à ours qu'elle venait d'écraser. Winnie la traîne jusqu'à l'endroit d'où son ami peut la voir, et il commence à casser les bras et les jambes de la jeune femme l'un après l'autre. Mais il n'en a pas encore fini avec elle. Il saisit le piège à ours, le place sur le sol devant elle, et la force à s'y enfoncer la tête la première, ce qui met fin à ses souffrances. La fille aux doigts cassés est plus ou moins toujours en vie après avoir échappé de justesse à l'incendie du camping-car. Mais cette fois, c'est Maître Hibou qui termine le travail. Après s'être moqué d'elle parce qu'elle est maintenant encore plus laide que lui, il ramasse une lourde branche et l'abat sur la tête de la jeune femme. Leur carnage vient juste de commencer. Et ça fait déjà 3 victimes, et il y en aura encore beaucoup d'autres. Ok, bon sang, c'était brutal. À bien y réfléchir, vous vous dites peut-être que c'est le pire séjour au camping depuis la disparition de ces gamins de Crystal Lake dans les années 80. Je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que ces filles n'avaient aucune chance. Mais tôt ou tard, quelqu'un devra mettre un terme au règne de terreur de Winnie. Qu'aurait-elle pu faire différemment? Le simple fait de venir ici était déjà une mauvaise idée. Mais il est inutile de s'en préoccuper alors que Winnie est déjà en train de frapper à leur porte. Une fois que les choses deviennent sérieuses, votre réaction fera la différence entre finir comme ces filles ou vous en sortir vivant. Alors voyons si nous pouvons apprendre quelque chose de leurs erreurs. Ce que nous n'allons pas faire maintenant, c'est paniquer immédiatement et laisser la situation devenir instantanément incontrôlable. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire quand vous êtes attaqué par l'une des mutations les plus horribles que le monde ait jamais connues. Mais nous devons rester unis si nous voulons survivre. Dès qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait quelqu'un dehors, elles auraient dû rapidement éteindre les lumières et fermer les stores pour que l'attaquant ne puisse pas voir à l'intérieur. Ensuite, il aurait fallu s'éloigner des fenêtres et se regrouper au centre de la caravane pour qu'il soit plus difficile de les prendre par surprise. Quand le combat a officiellement commencé, elles auraient dû être en mesure de se défendre. Et le seul moyen d'y parvenir était de mettre la main sur des armes. Elles devront faire avec ce qu'elles ont. Mais comme elles sont ici pour camper, elles devraient avoir accès à du matériel de survie, des équipements sportifs, des outils pour le véhicule, comme un démonte-pneus, ou même quelques couteaux et poêles à frire de la cuisine qu'elles pourraient utiliser. Cela dit, après avoir vu ce dont Winnie est capable,
Tout ce qui n'est pas du genre bazooka ne sera pas d'une grande aide, et il vaudrait mieux trouver un moyen de les faire fuir sans qu'elles n'aient à se battre. C'est pas gagné, mais si les filles avaient utilisé leurs clés pour déclencher l'alarme de leur voiture, ça aurait peut-être permis d'attirer l'attention des personnes bienveillantes qui se trouvaient dans les parages, et peut-être même de faire fuir leurs agresseurs. Le travail d'équipe est un bon point de départ, mais quand les choses tournent mal et que la situation tourne au chacun pour soi, il n'y a pas de honte à être le premier à accepter la réalité et à se mettre à courir pour sauver sa peau. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de courir plus vite que Winnie pour vous barrer. Il suffit de courir plus vite que la personne à côté de vous. Et vous seriez surpris de voir à quel point ce conseil se révélera souvent utile ici. Comme il n'y a que 2 attaquants et 3 filles, ça nous donne la possibilité d'utiliser les 2 autres comme boucliers de viande pendant que nous prenons de l'avance pour nous échapper. Quand Winnie a commencé à menacer de jeter toute la caravane dans le lac, à ce moment-là, faire une sortie rapide était exactement la bonne idée. Et la fille qui l'a fait était la seule qui avait une véritable chance de survivre. Elle a même réussi à atteindre un véhicule de secours et aurait pu s'en sortir si elle n'avait pas crevé un pneu dans ce piège à ours. À ce propos, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi le fait de crever un pneu a provoqué l'arrêt instantané de la voiturette de golf? Je veux dire que ça va certainement vous ralentir un peu, mais elle aurait dû pouvoir continuer à conduire, non? Elle aurait dû continuer à rouler pour sortir de là ou sauter immédiatement et commencer à courir à pied au lieu de ça. Mais dans le cas présent, elle n'aurait probablement pas pu aller bien loin avant que Winnie et Maître Hibou ne la retrouvent. Avant d'aller plus loin, prenons 1 minute pour parler des véritables vedettes du spectacle. Comme nous le découvrirons plus tard dans l'histoire, Winnie, Maître Hibou et leurs amis sont en fait les produits terrifiants d'expériences génétiques qui ont consisté à mélanger de l'ADN animal et de l'ADN humain. Ce qui leur a donné quelque chose de surhumain en termes de force, de longévité, d'endurance et de capacité à se régénérer. Winnie mesure au moins 1,95 m. Il doit peser plus de 110 kg et possède des bras très longs terminés par des griffes acérées qui lui permettent de mettre ses victimes en pièces avec facilité. Il est un peu trop tard maintenant, mais il semble qu'il aurait pu avoir une solide carrière en NBA s'il ne s'était pas tourné vers une vie de criminel. Sa dernière apparition nous a montré qu'il pouvait facilement affronter 4 adversaires à la fois. Et il semble qu'il soit devenu encore plus fort depuis. Cette remorque pèse probablement près de 2 tonnes. Et la force qu'il lui aurait fallu pour la renverser à lui tout seul est tout bonnement aberrante. Ce qui indique qu'il est bien plus fort que le commun des mortels. Mais ce qui rend ces créatures encore plus dangereuses, c'est que leur nature d'hybride animalier leur confère très probablement les capacités de l'animal aussi. En temps course, Winnie aura non seulement une force et une taille impressionnantes, mais aussi des sens de l'odorat et de l'ouïe très développés qui lui permettront de détecter ses proies. Il aura également une meilleure vue dans l'obscurité que l'homme moyen, grâce à son tapetum lucidum, une couche réfléchissante située derrière la rétine qui permet d'améliorer la vision dans des conditions de faible luminosité. Ça, c'est mauvais pour nous, parce que ça va rendre extrêmement difficile de se faufiler jusqu'à Winnie pour le tuer, et aussi beaucoup plus difficile de se cacher de lui quand il vous pourchassera. Bien qu'il ne soit pas aussi gros que les ours, les hiboux sont de féroces prédateurs dotés de capacités naturelles telles que le vol silencieux, une ouïe exceptionnelle, une vision supérieure, des serres tranchantes comme des rasoirs et des adaptations nocturnes encore meilleures que celles de Winnie. Les combattre tous les deux serait donc un véritable défi. Mais si nous faisons preuve d'imagination, nous pourrions peut-être trouver le moyen d'exploiter ces adaptations contre eux. Par exemple, il serait possible d'utiliser des lumières vives pour aveugler temporairement le hibou, de se camoufler et de masquer notre odeur pour nous cacher de l'ourson, ou même d'utiliser l'intelligence relativement faible de Winnie contre lui en créant des pièges et des distractions. Ce sur quoi nous reviendrons plus tard. En résumé, la morale de l'histoire est qu'il ne faut pas aller se promener dans les bois de Winnie. Mais certaines personnes en ville n'ont toujours pas compris, et elles sont sur le point de découvrir que Jean-Christophe a toujours dit la vérité. Nous retrouvons Jean-Christophe Robin qui consulte une psy pour essayer de comprendre ce qui lui est vraiment arrivé quand il était enfant. Après cette visite toute particulière, son ami Lexi lui fait signe de traverser la rue et insiste pour le ramener chez lui. Même si Jean-Christophe craint qu'elle ne devienne une cible pour les gens qui le harcèlent, lui et sa famille, depuis que Winnie a attaqué la première fois. Bien sûr, quand ils arrivent chez les parents de Jean-Christophe, son ami Finn lui montre que quelqu'un est venu écrire « meurtrier » à la peinture rouge sur le côté de sa voiture. Son père le rassure en lui disant que les choses s'arrangeront s'il laisse passer du temps. Mais Jean-Christophe n'en est pas si sûr. Dans la forêt, 2 officiers de police découvrent la scène du dernier massacre perpétré par Winnie et appellent le central, horrifiés par ce dont ils viennent d'être témoins. Quand la nouvelle de l'attaque se répand,
un des petits amis de la victime, rassemble 2 de ses potes et part dans la forêt des rêves bleus pour traquer les méchants et se venger. Le seul problème, c'est que c'est Winnie qui va bientôt les chasser. Il ne tarde pas à être repéré par Maître Hibou, qui rapporte la nouvelle à Winnie dans leur sinistre cachette. Comprenant que les humains ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas morts, il décide qu'il est temps pour eux d'attaquer en premier. Et il y a une personne dont Winnie veut se venger plus que tout autre. Cet enfoiré de Jean-Christophe Robin. Mais avant de s'en prendre à lui, Winnie va d'abord devoir s'occuper de ceux qui le traquent. Les 3 hommes s'enfoncent dans les bois en sursautant à chaque bruit, jusqu'à ce que l'un d'entre eux pense qu'il a peut-être vu quelque chose dans les arbres. Et leur chef lui ordonne d'aller voir ce qu'il en est. Au bout d'un moment, les 2 autres commencent à s'inquiéter quand ils se rendent compte qu'il ne revient pas. Et c'est alors qu'ils entendent le bruit incomparable de quelque chose qui les encercle. Ils sont distraits par un bruit provenant des arbres au-dessus d'eux. Quand tout à coup, Porcinet sort de l'ombre et désarme un des hommes en la lui arrachant avec une grosse branche. L'homme est capable de se dégager juste à temps quand Porcinet s'élance pour le tuer. Dès qu'il est à l'abri, le chef du groupe lève son fusil et fait exploser la tête de Porcinet, comme s'il s'agissait d'un ballon de baudruche rempli de gelée. Ça fait une abomination de tuer et il en reste 3. Mais les 2 hommes ne sont pas encore à l'abri. De son côté, Winnie attaque le 3e poursuivant d'un coup de batte sur le côté de la tête et lui arrache la gorge avant que les autres ne puissent venir à sa rescousse. En entendant ses hurlements, ses amis se précipitent pour l'aider. Mais Winnie leur tend immédiatement une embuscade à eux aussi. Dans la bagarre, un des hommes se fait accidentellement arracher la moitié du visage et Winnie tue le chef en lui enfonçant le canon du fusil de chasse dans la tête de bas en haut. Puis il soulève son corps en l'air et pousse un rugissement de triomphe en plein dans son visage. On ne sait pas trop comment, mais l'homme grièvement blessé est toujours en vie. Et il titube jusqu'à la route voisine après le départ de Winnie qui le croyait déjà mort. Ça fait donc 5 victimes et il reste encore une ville entière à décimer. Ok, je suppose que ça ne s'est pas passé comme il l'avait imaginé. Contrairement aux filles précédentes, ces gars-là ont commencé étonnamment fort. Ils ont même réussi à éliminer un de ces monstres avant qu'ils ne se fassent tous tuer. Le seul problème, c'est qu'ils auraient dû prendre la menace de Winnie et de ses amis beaucoup plus au sérieux. J'avoue qu'ils avaient le cœur bien accroché, mais s'ils avaient eu un meilleur plan, ils auraient peut-être pu les éliminer tous, ou du moins avoir une chance de le faire. Pour commencer, ils auraient dû savoir qu'il ne faut jamais se séparer. S'il y a une chose qui est presque toujours une mauvaise idée dans n'importe quel scénario de chasse aux monstres, c'est de se séparer. Il ne faut jamais le faire à moins qu'il n'y ait vraiment pas d'autre choix. Je ne sais pas qui était le plus idiot ici. Le gars qui leur a dit de se séparer ou le gars qui a accepté d'aller plus loin dans les bois tout seul. Mais ils ont tous les deux été stupides d'essayer. Et maintenant, ils sont tous les deux morts. Ne faites donc pas comme ces gars-là. Tout le monde sait que l'union fait la force. En restant ensemble et en fermant un cercle étroit, ils auraient eu l'avantage d'avoir un œil sur tous les angles et auraient été bien mieux préparés à repousser les embuscades quand elles se sont produites. Mieux encore, ne vous contentez pas de piétiner et de crier bruyamment dans l'obscurité pour annoncer votre présence. Par contre, essayez d'utiliser le seul avantage que vous auriez dans le combat, c'est-à-dire l'élément de surprise. On peut supposer que ces types savaient au moins un peu qu'ils chassaient des hybrides homme-animal, parce qu'ils n'arrêtaient pas de qualifier Winnie et les autres de « ces monstres ». Sachant cela, il aurait été plus judicieux de chasser ces animaux comme on le ferait dans la vraie vie. Une chose qu'ils auraient dû savoir à propos des ours, c'est qu'ils peuvent parfois être extrêmement défensifs sur leur territoire, surtout quand ils se sentent menacés. Si c'est le cas, il serait évidemment préférable de ne pas faire savoir à Winnie que vous cherchez la bagarre en tirant des coups de feu en l'air. Par exemple, afin de vous donner les meilleures chances de remporter le combat. Une bien meilleure stratégie aurait été de rester aussi silencieux que possible et d'utiliser des vêtements ou des sprays bloquant les odeurs pour contrer le sens aigu de l'odorat de Winnie. Au lieu de partir à sa recherche, ils auraient pu installer un affût comme les vrais chasseurs et attendre que le petit ourson vienne à eux. Ils auraient même pu installer des pièges pour attraper Winnie ou simplement pour le distraire et leur faire gagner du temps s'il devait s'échapper rapidement. Nous savons que Winnie et ses amis sont affamés, et c'est en partie la raison pour laquelle ils se sont déchaînés au tout début. Peut-être pourrions-nous utiliser la nourriture comme appât pour les attirer dans un piège et les tuer facilement. En poussant l'idée un peu plus loin, ils pourraient même essayer de laisser des pots de miel empoisonnés et abattre Winnie sans même avoir à le combattre de front. Comme nous l'avons mentionné précédemment, des lumières vives auraient aidé ces chasseurs à se repérer et auraient également pu être utilisées pour affaiblir les créatures au cours du combat, leur permettant ainsi de porter des coups critiques ou de créer une ouverture pour qu'ils puissent s'enfuir.
Manifestement, nous n'avons pas affaire ici aux couteaux les mieux aiguisés, parce qu'après avoir trouvé leur ami horriblement mutilé par une sorte de cauchemar génétique, ces génies ont immédiatement baissé leur garde, alors que ce qu'ils auraient dû faire, c'est soit se préparer à combattre ce qu'il avait attaqué, soit se mettre à courir pour sauver leur peau. Ils sont peut-être morts, mais le bon côté des choses, c'est qu'il y a maintenant une menace de moins grâce à leurs efforts. Et nous avons aussi appris quelque chose de très important sur ce qu'il faut faire pour mettre un de ces monstres hors d'état de nuire. Au cours du combat, nous avons découvert que Winnie et les autres peuvent être tués en usant d'une extrême violence, à condition de leur infliger suffisamment de dégâts pour annuler leur capacité de régénération. Pour rappel, la dernière fois que nous avons vu Porcinet, il a été frappé à la tête avec une masse. Et honnêtement, je ne peux pas être la seule à avoir pensé qu'il était tombé au combat comme une grosse merde. Mais il semblerait qu'il soit devenu encore plus fort depuis. Ça signifie que l'utilisation fréquente de la stratégie de double frappe sera le minimum vital, le strict minimum. Et si par miracle vous parvenez à en abattre un, il serait judicieux de brûler le corps pour vous assurer que vous avez vraiment terminé le travail. Vous savez, ce que ces idiots ne réalisent même pas, c'est qu'ils viennent de donner à Winnie toute l'inspiration dont il avait besoin pour attaquer la ville elle-même et mettre en danger la vie de tous ceux qui y vivent. Au moins, le seul survivant pourra maintenant dire la vérité au monde entier pour que l'armée intervienne. Mais pour une raison que j'ignore, c'est un abruti malchanceux du nom de Jean-Christophe Robin qui va devoir trouver la solution comme un grand. En ville, Chris travaille de jour à l'hôpital local et il fait de son mieux pour être un membre actif de la société et oublier les événements de son passé. Malheureusement, il semble qu'il soit sur le point de revivre le même cauchemar. Après s'être occupé d'un patient, le patron de Jean-Christophe le prend à part et lui explique qu'il subit des pressions de la part de ses supérieurs qui n'aiment pas l'attention négative qu'il apporte à l'hôpital. Et il a donc pris la décision de licencier Jean-Christophe. Alors qu'il s'apprête à partir, une équipe d'infirmières arrive avec le seul survivant de la dernière attaque de Winnie. Et Jean-Christophe reconnaît le jeune homme comme un de ses anciens camarades de classe. Personne ne sait encore ce qui lui est arrivé au juste, mais Jean-Christophe a tout de suite l'impression de savoir exactement qui est le responsable. De retour à la maison, les parents de Jean-Christophe l'envoient à l'étage pour faire sortir sa petite sœur Bunny de sa chambre pour le dîner. Ils la trouvent en train de créer une étrange petite poupée vaudou à partir d'un ours en peluche qu'elle a pris dans la chambre de leur frère Billy, disparu depuis longtemps et mystérieusement kidnappé quand Jean-Christophe et lui n'étaient encore que des enfants. Elle affirme que ça veut dire qu'ils sont protégés des monstres maléfiques qui vivent dans la forêt. Et Jean-Christophe promet à la petite fille qu'il ne laissera plus jamais rien de mal arriver à leur famille. Et il va avoir tout faux sur ce point. Parallèlement, ce jeune garçon et son père décident bêtement qu'aujourd'hui serait le jour idéal pour observer les oiseaux dans la forêt meurtrière de Winnie. Alors que le gamin observe les bois avec ses jumelles, il est ravi d'apercevoir toutes sortes d'oiseaux inoffensifs, quand tout à coup, il est surpris de voir Maître Hibou qui le fixe à travers le feuillage. Terrifié, le garçon court se mettre à l'abri derrière un petit arbre, quand Maître Hibou descend en piqué et emporte son père avant même que l'homme n'ait eu le temps de réagir. Quelque part dans les environs, Winnie et Maître Hibou découpent le corps de l'homme et contemplent depuis un pont piétonnier les bras et les jambes coupés qui flottent au fil de l'eau. Ça fait une autre victime innocente et il est maintenant temps pour Winnie et ses amis de s'en prendre à la ville elle-même. Ok, un instant vous êtes en train de profiter de la nature et l'instant d'après, votre fils de 10 ans vous regarde vous faire emporter par un p***an de cryptide qui ressemble à une sorte de peluche sortie d'un mauvais rêve. J'ai compté le temps pendant lequel vous étiez tous les deux à l'écran, et vous avez passé moins de 60 secondes en vie avant de connaître un destin horrible. Ce qui serait franchement impressionnant si ce n'était pas si embarrassant. Je pense que nous savons tous ce que je vais dire ensuite. Papa du gosse, tu as merdé. Alors quoi? Vous êtes arrivés tous les deux de Stupideville ou quelque chose comme ça? Tu aurais peut-être dû lire un peu l'histoire de la ville avant d'aller dans la forêt pour observer les oiseaux entre père et fils, parce qu'on dirait que ce sont les oiseaux qui étaient en train de t'observer en fait. Je sais pas comment tu as pu rater ça, mon gars, mais au cas où tu l'aurais oublié, 15 personnes ont été tuées ici au cours de l'année écoulée. En fait, c'est devenu tellement grave que des foules de villageois en colère ont envahi la forêt avec des fourches et des torches, et ce plus d'une fois. Et toi, tu t'es dit que ce serait un endroit amusant pour amener un enfant. C'est pas étonnant que ta femme ne soit pas avec toi et que tu es toujours en train de proposer des idées de ce genre. Ton pauvre gamin était le seul à avoir du bon sens, parce qu'il a couru pour sauver sa peau dès qu'il a vu la créature. Pendant qu'il évacuait les lieux comme s'il venait de voir la faucheuse en personne, toi tu es resté planté là comme un lapin devant des phares et tu as payé le prix fort.
Tu as de la chance que le hibou n'ait pas chopé le petit Timmy. Mais maintenant, il va devoir grandir avec le traumatisme d'avoir vu son père se faire enlever par un homme hibou. Non seulement il aura peur des oiseaux pour le reste de sa vie, mais le pire c'est que personne ne le croira quand il essaiera de raconter aux gens ce qui s'est passé. C'est une excellente façon de gâcher la vie d'un gamin avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Bravo au père de l'année! Quand ta promenade dans la nature se termine par ta mort brutale causée par une monstruosité génétique sous les yeux de ton fiston de 10 ans, désolé papa, mais tu as un peu merdé. Cet après-midi-là, Jean-Christophe se rend à nouveau dans le cabinet de sa thérapeute. Et le médecin et lui tentent toujours de faire la lumière sur la mystérieuse disparition de son frère, il y a de cela des années. La psy lui explique que parfois, notre esprit bloque intentionnellement les expériences traumatisantes de notre enfance. Et elle veut essayer de l'hypnotiser afin de faire remonter à la surface ses souvenirs enfouis de ce qui s'est passé ce jour-là. En écoutant les instructions de la femme, Jean-Christophe commence à dériver vers un état de conscience altéré qui le ramène à ses premières interactions avec son ami d'enfance, Winnie. Bien que Jean-Christophe n'ait vu en lui qu'un ami, la réalité est qu'il a toujours été un monstre assoiffé de sang. Mais l'esprit enfantin du garçon l'a empêché de saisir pleinement la terrifiante vérité. Finalement, il est ramené au matin où tout a commencé, la fête d'anniversaire où son frère Billy a disparu. Ce jour-là, alors qu'il jouait à cache-cache dans la forêt avec ses amis, Jean-Christophe a vu son frère se faire kidnapper par un homme au volant d'une camionnette blanche délabrée. Mais il a beau essayer, il n'arrive pas à se souvenir de l'apparence de l'homme. Reprenant ses esprits, Jean-Christophe explique anxieusement à la praticienne ce qu'il a vu. Et celle-ci le rassure en lui disant qu'elle peut lui faire retrouver ses souvenirs s'il lui en laisse le temps. Mais ni l'un ni l'autre ne réalise que la vérité sur ce qui est arrivé à Billy est encore plus préoccupante qu'il ne pourrait l'imaginer. Jean-Christophe appelle ensuite Lexi pour lui parler de ce qui s'est passé. Et elle n'arrive toujours pas à croire que personne n'a pu retrouver le kidnappeur de son frère. Elle est occupée à garder un petit démon du quartier, Freddy, qui est obsédé par les films d'horreur et qui se déchaîne dans la maison toute la nuit avec son masque de hockey en posant des pièges. Se ravisant, Jean-Christophe s'excuse d'avoir voulu la repousser et il remercie Lexi de l'avoir toujours soutenue, même si tout le monde dans leur ville pense qu'il est une sorte de psychopathe. Elle lui dit que ce n'est pas la peine d'en parler. Après tout, c'est à cela que servent les amis. Mais elle ne tardera pas à comprendre que les monstres de son passé sont déjà en route pour se venger. Et cette fois, toutes les personnes que Jean-Christophe connaît vont se retrouver sur leur liste de cibles. Dans la forêt, un groupe d'officiers qui enquêtent sur les récentes attaques tombe par hasard sur la cachette de Maître Hibou sans se douter qu'ils ont déjà été repérés. L'endroit semble désert, à l'exception des morceaux de corps et des têtes coupées des victimes de la créature. Mais il reste encore une abomination qui n'est pas sortie pour jouer jusqu'à présent, et c'est la plus déterminée d'entre elles. Juste à ce moment-là, une lourde porte en acier qui ressemble à une sorte de cellule de prison s'ouvre au fond de la grotte. Et les agents trouvent encore plus de sacs mortuaires à l'intérieur, suspendus à l'envers au plafond. Horrifié, un des officiers suggère sagement de se tirer de là, mais il est déjà trop tard. Tout à coup, l'hybride humain-tigre du nom de Tigrou apparaît de derrière et enfonce sa griffe directement dans la poitrine du premier officier, avant de déchiqueter instantanément les autres sans qu'ils aient la moindre chance de riposter. Ça fait 3 victimes de plus. Et maintenant, le véritable carnage est sur le point de commencer. Ok, si vous pensiez que Winnie était dangereux, alors j'ai de mauvaises nouvelles. L'ourson est peut-être leur chef, mais c'est Tigrou le plus sadique d'entre eux. En fait, il semble qu'il soit si dangereux que Winnie et les autres ont dû l'enfermer, jusqu'à ce qu'ils décident que la peine était plus une option. Et même si les autres abominations ont peur de lui, je ne voudrais pas voir de quoi Tigrou est vraiment capable. Tout comme Winnie et Maître Hibou, Tigrou n'a pas seulement une force, une résistance et une régénération surhumaine. Il a aussi toutes les capacités naturelles de sa moitié fauve. Et c'est peut-être encore plus effrayant que celle d'un ours. Ça le rendrait incroyablement agile, fort et furtif. Et ça lui donnerait également une excellente vue, une ouïe et un odorat exceptionnels, ainsi qu'une force de morsure parmi les plus puissantes de tout le règne animal. Le combattre de front serait une condamnation à mort. Et au lieu de ça, le moyen le plus sûr de se battre serait d'essayer d'être plus malin que lui. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du poison ou un autre type de piège, ou encore utiliser l'effet de surprise pour le frapper avec une force écrasante avant même qu'il ne s'aperçoive de votre présence.
Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas facile et vous n'aurez aucune chance de l'affronter à la loyale. D'un autre côté, laisser Tigrou prendre l'avantage sur vous signifie que tout est fini. Et c'est pourquoi ces officiers ont fait une grosse erreur, rien qu'en entrant dans sa grotte sans armes, au lieu d'élaborer un plan ou au moins d'attendre des renforts. Je suis désolée, mais le cimetière qui se trouve juste derrière l'arbre n'était-il pas un signe suffisamment fort pour leur faire comprendre qu'ils allaient avoir de sérieux ennuis ? Je veux dire, traitez-moi de parano, mais à l'instant même où j'ai vu les têtes coupées et les parties de corps qu'ils gardaient là, je me serais tirée de là et j'aurais attendu l'arrivée des gens dotés d'une vraie puissance de feu. On ne peut pas combattre des hybrides humains-animaux avec seulement des lampes de poche et des talkie-walkie comme ces officiers viennent de l'apprendre à leurs dépens. La prochaine fois, je ferai immédiatement demi-tour pour me tirer de là, et j'adopterai une approche plus prudente au cas où la personne qui a recueilli ces restes humains se trouverait encore dans les parages. Ce soir-là, Jean-Christophe décide d'approfondir ses propres recherches sur l'incident. Et c'est alors qu'il fait une découverte bouleversante. Peu après la disparition de son frère, un mystérieux incendie a ravagé la maison d'un chercheur en génétique qui vivait non loin de là, entraînant la mort de l'homme. Bien que les autorités n'aient jamais pu déterminer la cause de l'incendie, la vérité, c'est que ce qui s'est passé là-bas n'était pas un accident. Et bientôt, Jean-Christophe va se rendre compte que cette histoire et la disparition de son frère sont en fait étroitement liées d'une manière qui va tout changer. Déterminé à obtenir des réponses, Jean-Christophe décide de suivre la seule piste qui lui reste. Le jeune chasseur qui a réussi à survivre à une des attaques de Winnie. Les blessures de l'homme sont trop graves pour qu'il puisse parler, mais il utilise un tableau blanc pour écrire un message de 3 mots qui dit simplement « Tu avais raison ». Juste à ce moment-là, Jean-Christophe remarque que le concierge de l'hôpital les observe par la vitre. Et tout à coup, les souvenirs lui reviennent en mémoire. Il a sous les yeux le sale type qui a kidnappé son petit frère. Le temps qu'il aille le confronter, l'homme a déjà disparu. Mais Jean-Christophe n'a pas l'intention de le laisser filer une seconde fois. Pendant ce temps, Finn, le pote de Jean-Christophe, est chez lui en train de prendre une douche quand il entend des sortes de soupirs démoniaques provenant d'un autre endroit de la maison. Déconcerté, il se rend dans la cuisine pour vérifier, et il marche sur un amas visqueux d'une substance dégoûtante qui jonche le sol. La piste le mène à l'extérieur, jusqu'à ce que tout à coup, il se retrouve face à face avec Maître Hibou, et le monstre le plaque rapidement au sol. Finn se débat et tente désespérément d'attraper une brique qui se trouve à proximité, mais il est déjà trop tard. Le hibou se penche sur lui et vomit une bile acide qui fait fondre la peau du visage du jeune homme avant de lui planter ses griffes dans les 2 globes oculaires. C'est peut-être la mort la plus brutale à ce jour, et il ajoute aussi une nouvelle victime innocente au tableau de chasse des monstres. Ok, c'est une question d'aptitude à la survie. Cet idiot a foncé dans une embuscade de Maître Hibou et il n'a même pas eu le temps de se défendre. C'est une situation très embarrassante et surtout facilement évitable. Voilà ce qu'il aurait dû faire différemment. Maintenant, vous êtes peut-être prêt à lui accorder le bénéfice du doute. Après tout, qui s'attendrait à être attaqué par un homme hibou d'1,90 m ? Eh bien, ce scénario peut sembler improbable, mais il ne faut pas oublier que ce gars est l'une des seules personnes de la ville à croire Jean-Christophe. Contrairement aux autres victimes, Finn était parfaitement conscient qu'il existait des hybrides homme-animal susceptibles de s'en prendre à tout individu proche de Jean-Christophe. Mais il semblerait qu'il ait oublié ce tout petit détail quand ça a eu le plus d'importance. Mettez-vous un instant à sa place. Vous êtes seul chez vous quand tout à coup un bruit étrange se fait entendre dans la cuisine. Et quand vous entrez, vous trouvez des tas de boulettes de hibou géants sur le sol de votre cuisine. Ça ne vous paraît pas au moins un peu suspect ? Ce qu'on ne va pas faire pour l'instant, c'est sortir à l'extérieur avec une simple serviette comme la mère de Stacy. En revanche, ce qu'on va faire, c'est verrouiller la porte et attraper immédiatement l'objet contondant le plus proche. Aller à l'extérieur à l'aveuglette était une condamnation à mort, avec ou sans armes. Et ce type n'avait aucune chance de battre Maître Hibou dans un combat direct. La seule option qui lui restait une fois qu'il a été plaqué au sol était de ramasser rapidement un peu de gravier et de le jeter dans les yeux du hibou. Avec un peu de chance, ça aurait pu l'aveugler assez longtemps pour qu'il puisse s'enfuir. Pensez à la stratégie du sable dans les poches de Dale Gribbles. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin pour pouvoir s'échapper rapidement. Le bon côté des choses, c'est que maintenant, Jean-Christophe connaît enfin l'identité de l'homme qui a enlevé son frère. Il devrait probablement laisser la police s'en charger puisqu'il est déjà connu en ville comme un fou dangereux. Mais au lieu de ça, il s'apprête à faire exactement le contraire. Il attend à l'extérieur de l'hôpital que l'homme quitte son poste.
Et quand Jean-Christophe repère enfin le kidnappeur de son frère, il réussit à le suivre chez lui sans se faire repérer. Après avoir escaladé une fenêtre non verrouillée, il se faufile tranquillement dans la maison jusqu'à ce qu'il trouve l'homme à l'étage dans son bureau. Et il le prend par surprise. Au lieu d'essayer de se battre, l'homme décide qu'il est enfin prêt à se confier. Et c'est alors que Jean-Christophe apprend la terrible vérité. Il s'avère que cet homme travaillait pour un médecin qu'il avait engagé pour trouver des enfants qui serviraient de cobayes pour ses expériences génétiques abominables en combinant de l'ADN humain avec de l'ADN animal. Hanté par la culpabilité, l'homme est finalement revenu pour tuer le médecin et brûler les preuves. Mais pas avant que le médecin n'ait eu tellement peur de ses propres créations qu'il avait décidé de les détruire et de tout recommencer à zéro. Mais ces sujets d'expérience ne sont pas restés morts, et ce qui est sorti de leurs tombes anonymes, ce sont ces mêmes créatures qui terrorisent la ville maintenant. Alors qu'elle s'occupe de Freddy, Lexi entend un grand bruit au premier étage, et elle comprend rapidement qu'il doit y avoir quelqu'un dans la maison. Au même moment, le grand-père du garçon qui travaille pour la police locale s'inquiète quand il n'arrive pas à joindre Freddy au téléphone, et il demande par radio à un autre policier de se rendre sur place pour vérifier. Réfléchissant rapidement, ils se réfugient tous les deux dans la cabane de couverture du garçon. Et ils décident d'envoyer une voiture radiocommandée munie d'une caméra pour jeter un coup d'œil aux alentours. En effet, Winnie se trouve déjà dans la cuisine. Et après avoir piétiné le jouet, ils montent les escaliers pour les retrouver. Mais ils réussissent de justesse à s'enfuir quand il a le dos tourné. Il court à l'extérieur et fonce droit sur une patrouille de policiers. Une des fonctionnaires décide de vérifier la remise à l'arrière. Mais juste au moment où elle réalise que c'était peut-être une mauvaise idée, Winnie se jette sur elle depuis l'obscurité et lui arrache le bras. Et ça fait 11 victimes pour le moment, et il y en aura d'autres très bientôt. Après avoir quitté la maison du kidnappeur, Jean-Christophe s'assoit dans sa voiture et écoute le dernier enregistrement du Dr Mad. L'homme explique que ses expériences génétiques ont donné aux enfants une apparence animale ainsi qu'une force surhumaine et des capacités de régénération. Le seul problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas être contrôlés. Et c'est pourquoi il a choisi de les tuer tous avant qu'ils ne se retournent un jour contre lui. Réalisant que ses amis pourraient être en danger, Jean-Christophe appelle immédiatement Lexi. Et il est soulagé d'entendre qu'elle va bien. Mais en apprenant la mort de Finn, il commence à remarquer un schéma. Il semble que les créatures attaquent tous ceux dont il est proche. Et c'est alors que Jean-Christophe comprend où ils vont se rendre ensuite. Au même moment, Winnie est déjà à l'extérieur de la maison des parents de Jean-Christophe, et son père et sa petite sœur sont occupés à jouer à l'étage. Winnie s'approche furtivement de la mère de Jean-Christophe, qui est seule en train de s'occuper du lave-vaisselle, et il la fait tomber la tête la première sur les couteaux de cuisine. En entendant le bruit, le père de Jean-Christophe court voir ce qui se passe, et bien qu'on ne voit pas comment il meurt, Winnie ne tarde pas à se débarrasser de lui aussi. Il ne reste plus que Bunny en vie, et après s'être arrêté pour une visite pas si nostalgique de son ancienne chambre d'enfant, Winnie prend la petite fille et disparaît dans la nuit. Ce qui fait 13 victimes, et il en reste des douzaines d'autres encore. Jean-Christophe arrive à la maison un tout petit peu trop tard, et il découvre ses deux parents assassinés de manière atroce dans la cuisine. Mais il n'y a aucune trace de sa petite sœur ou de leur agresseur. Le cœur brisé, il s'effondre sur le sol de la cuisine en hurlant de culpabilité. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Il doit absolument arrêter Winnie et retrouver sa sœur avant qu'il ne soit trop tard. Ok, je sais que les gens prennent au sérieux le fait de bien remplir le lave-vaisselle, mais je n'aurais jamais pensé que ça ferait la différence entre la vie et la mort. Pour la famille du type dont la vie a été bouleversée par une bande de mutants violents, on aurait pu penser qu'elle serait un peu plus soucieuse de sa sécurité. Je veux dire, il y a littéralement un groupe de monstruosités détraquées en liberté, et ces crétins n'ont même pas fermé leur porte d'entrée à clé. Non mais sérieusement, ayez un peu plus le sens de la sécurité domestique, les gens. C'est déjà assez grave sans en rajouter. Mais là, le père de Jean-Christophe a entendu sa femme crier au meurtre, et il est allé voir ce qui se passait comme si de rien n'était. S'ils avaient été un peu plus attentifs à leur environnement, ils auraient pu utiliser ces couteaux pour combattre Winnie plus tôt. Mais il semblerait maintenant que Jean-Christophe n'est plus qu'un seul membre de sa famille en vie. En parlant de famille, découvrir que Winnie est en réalité le frère de Jean-Christophe pourrait être le plus grand rebondissement depuis la découverte que Vador est le père de Luke. Et il est possible que ça change un tout petit peu les choses parce que maintenant, Jean-Christophe pourrait avoir envie de trouver une solution plus pacifique.
Il pourrait essayer d'utiliser les compétences en hypnose qu'il a pu acquérir lors de sa propre thérapie pour hypnotiser Winnie et faire ressortir l'enfant qui est en lui, afin de régler le problème sans avoir à se battre avec lui. Même si à ce stade, il ne serait probablement pas autorisé à vivre après tous les crimes abjects qu'il a commis. Cela dit, il pourrait encore utiliser les souvenirs d'enfance de Winnie comme une distraction pour attirer son attention suffisamment longtemps. Ça donnerait à Jean-Christophe une chance de s'échapper, ou au contraire, d'aller jusqu'à asséner un coup mortel à son adversaire. Nous savons qu'une partie du processus d'épissage des gènes a permis à Winnie et à ses amis de développer leur incroyable capacité de régénération. Il serait peut-être possible de créer un antidote qui empêcherait leur guérison rapide. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que Jean-Christophe pourra faire ici et maintenant. Mais s'il continue à revenir et à harceler la ville, c'est certainement un plan qui mériterait d'être envisagé sur le long terme. Nous voyons déjà quelque chose de similaire dans la nature, où certaines espèces de lézards sont capables de régénérer des parties entières du corps grâce aux cellules souches spécifiques qui peuvent se transformer en d'autres types de cellules pour régénérer les tissus musculaires, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Pour annuler la régénération de Winnie, les chercheurs du laboratoire devraient d'abord identifier les gènes responsables des effets régénérateurs. Ils pourraient ensuite concevoir une séquence génétique neutralisant les effets régénérateurs à l'aide d'une technologie de modification génétique telle que le système CRISPR. Pour finir, il faudra injecter à Winnie un vaccin qui utilisera un virus afin de cibler les gènes spécifiques et d'introduire des substances contractives dans son système. Ça demandera beaucoup de travail, mais c'est peut-être la seule et unique méthode fiable pour empêcher Winnie et ses amis de revenir. À l'autre bout de la ville, plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour une rêve organisée par Kara, une amie de Jean-Christophe. Mais un invité inattendu s'apprête à faire irruption dans la fête, et il va laisser tout le monde bouche bée au sens propre du terme. À l'entrée, le videur pense que Winnie n'est qu'un autre fêtard costumé, mais il se rend vite compte qu'il a tort quand Winnie lui plante un tuyau rouillé dans la tête. En quelques secondes, c'est le chaos total dans toute la fête. Winnie commence à mettre en pièces tous ceux qui se trouvent à sa portée, et à ce stade, on ne peut même plus compter le nombre de personnes qu'il a tuées. Quand il entend le rapport de police à la radio, Jean-Christophe fonce au club et il arrive en brandissant une arme qu'il a récupérée chez le kidnappeur, juste au moment où Kara, mortellement blessée, s'écrase des étages supérieurs sur le sol en face de lui. Tigrou le prend à revers, mais Jean-Christophe fait volte-face et tire à bout portant dans la poitrine de la créature. Tigrou tranche la tête de Kara et asperge Jean-Christophe de son sang, ce qui l'aveugle et l'empêche de tirer encore une fois, et permet au monstre de s'enfuir. Au même moment, Winnie entend Jean-Christophe crier depuis une autre partie du bâtiment, et il ramasse une tronçonneuse avant de se lancer à sa poursuite. Winnie finit par coincer Jean-Christophe sous la pluie, mais celui-ci ramasse un bâton et s'en sert pour riposter. Dans la bagarre, la tronçonneuse de Winnie s'enflamme, ce qui le rend en quelque sorte encore plus dangereux qu'il ne l'était déjà auparavant. S'enfuyant pour sauver sa vie, Jean-Christophe s'enfonce dans la forêt, mais il finit par trébucher et tombe juste devant la tombe de Winnie. L'ourson s'arrête alors dans son élan, tandis que les souvenirs de sa création impie lui reviennent tout à coup en mémoire. Voyant là l'occasion d'une amélioration, Jean-Christophe tente de s'excuser pour ce qui s'est passé. Mais Winnie a dépassé le stade de la rédemption, et il soulève Jean-Christophe en l'air par le cou. Alors qu'il est sur le point de l'achever, Lexi arrive en courant et se précipite pour le sauver. Mais elle se fait prendre dans le processus. Au moment où Winnie s'apprête à la faire basculer sur la tronçonneuse, Jean-Christophe s'empare d'une hache et l'utilise pour fendre le crâne de la créature, l'envoyant retomber dans la même tombe que celle d'où il est sorti il y a toutes ces années. Quand ils entendent le bruit des sirènes, Jean-Christophe et Lexi sortent des bois en titubant, et ils se dirigent vers la voiture de police qui les attend. Par chance, ils y retrouvent Bunny qui les attend saine et sauve. En rentrant chez lui, Jean-Christophe pousse un soupir de soulagement. Le cauchemar est enfin terminé. Mais nous savons tous que ces abominations ne resteront pas mortes longtemps. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Winnie et ses amis ne reviennent pour une nouvelle occasion de se venger. Mais qu'auriez-vous fait ? Personnellement, si je voyais une version monstrueuse de Winnie l'ourson, de Maître Hibou et de Porcinet se promener dans la forêt, vous pouvez être sûr que je partirais dans l'autre sens. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis à votre service. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là,
Passez une excellente journée!